Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir, d'avoir bravé le froid. On n'est pas encore habitué, hein, ça refroidit pas mal. Puis alors, je suis très contente de voir qu'on a des jeunes participants ce soir. Donc, j'espère que la conférence va vous plaire. N'hésitez pas à venir me voir à la fin pour me donner vos commentaires. Je me présente, je suis Stéphane Schex, je suis la directrice du Cœur des Sciences. Alors dites-moi, faites-vous partie de ces gens qui passent du temps un peu sur les jeux, sur le téléphone ou sur la tablette? Levez la main ceux qui le font. Juste ça, je suis sûre qu'il y en a beaucoup plus puis qui n'osent pas lever la main. Faites-vous partie des gens qui, au moins jusqu'à aujourd'hui, pensaient que c'était un passe-temps complètement inoffensif? Ben oui, puis là, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres qui pensaient aussi, mais qui ne veulent pas lever la main. Alors, dans quelques instants, je pense que vous allez changer d'avis ou en tout cas changer les pratiques. Et si vous avez des enfants dans votre entourage, probablement avoir un œil un petit peu plus sérieux autour de leurs pratiques. Avant de commencer la conférence, je vais remercier notre grand partenaire, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, qui nous soutient notre programmation. Et puis, je vais dire aussi un grand merci à ma belle équipe du Cœur des Sciences. Et vous avez probablement vu aussi ce soir qu'on avait une jeune bénévole, Kiera, qui vous a accueillis. Donc, je la remercie chaleureusement de nous avoir donné un coup de main ce soir. Comment ça va se passer? Nous allons avoir une conférence d'environ 50 minutes. Ça, c'est le pari que j'ai fait avec Maude. Je ne suis pas sûre qu'elle va le respecter. Ça va peut-être durer un peu plus d'une heure, mais ça vous donne un peu une idée. Et par la suite, on aura une période de questions. Pour la période de questions, vous avez 2 micros de chaque côté de la salle, donc il vous suffira de vous lever et je distribuerai la parole. Évidemment, je vous demanderai des questions les plus concises possibles. La conférence est filmée. Vous avez vu qu'on a des caméras dans la salle. On ne filme que la conférencière. Vous n'êtes pas filmé. Et pendant la période de questions, on entendra juste votre voix. Si ça pose problème, n'hésitez pas à venir me voir et on le coupera au montage. Alors, passons à la conférence. Ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Maude Bonenfant. Elle est professeure titulaire au département de communication sociale et publique de l'UQAM. Elle est titulaire de la chaire de recherche du Canada en jeux, technologie et société et elle est co-directrice du laboratoire de recherche en médias socio-numériques et ludification. Et même si elle en dénonce les dérives, elle est une passionnée de jeux vidéo. Elle les étudie depuis des années. N'hésitez pas, après la conférence, à faire quelques recherches. Moi, j'ai écouté une couple de balados qui étaient vraiment très intéressantes, très intéressants, où elle aborde d'autres sujets que ceux qu'elle va traiter aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas non plus. Voilà, j'en étais où? Elle a publié aussi récemment, en 2025, les jeux vidéo pour enfants, bien les comprendre pour mieux les choisir, donc encore un autre moyen pour approfondir la conférence. Et elle vient tout juste de déposer un rapport au commissariat à la protection de la vie privée sur les jeux mobiles. Donc, elle va vous en parler maintenant. C'est la bonne personne pour vous détailler tout ce qui se passe sous le capot des jeux sur téléphone et sur tablette. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci de l'accueil. Merci de l'invitation. Je suis vraiment très contente de venir jaser avec vous de jeux vidéo. Mais je dois vous faire une confession. Je suis un peu déçue d'être obligée de vous parler de jeux mobiles. J'aurais mieux aimé vous parler de tous les aspects positifs des jeux vidéo. Ça fait 20 ans que j'étudie les jeux vidéo et je vois tous les bénéfices qu'ils peuvent apporter pour les enfants, pour les ados. J'aurais aimé pouvoir me consacrer toute ma carrière sur ces éléments positifs. Malheureusement, les jeux mobiles sont arrivés. Je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé puis quel est le problème avec les jeux mobiles. Donc, le contexte, si on y va vraiment de manière très rapide, dans les années 70, on a plutôt des jeux d'arcade, les années 80, les jeux sur console, les années 90, on voit apparaître les CD-ROM et on commence à voir les premiers jeux multijoueurs sur Internet. Et puis, à partir des années 2000, là, on voit vraiment les jeux vidéo contemporains qui apparaissent. En même temps, dans les années 2000, avec World of Warcraft, par exemple, on commence à voir des nouveaux modèles d'affaires qui vont se présenter, comme par exemple le modèle de l'abonnement, où on va payer à chaque mois. Et à partir des années 2010, on va avoir un autre phénomène qui est celui de la collecte massive de données, ce qu'on a appelé à l'époque le Big Data.
Donc, à partir de ce moment-là, l'industrie du jeu vidéo va commencer à avoir des changements. On va même parler d'un tournant quantitatif dans l'industrie. Et c'est à partir de là qu'on va voir de nouveaux modèles économiques, et c'est là que ça se complexifie, et c'est là qu'on voit apparaître toutes sortes de stratégies dont je vais essayer de vous parler ce soir. Donc, un des modèles qu'on voit, c'est ce qu'on a appelé le jeu en tant que service. On peut penser à tous les logiciels, aussi avec des services comme Spotify, Netflix, même les logiciels Adobe et autres. On ne possède plus l'objet lui-même. Et donc, il y a toutes sortes de moyens de venir le financer. Il y a les abonnements, mais il y a toutes sortes d'autres stratégies aussi qui vont être utilisées pour assurer qu'il y ait du contenu permanent qui soit sorti et les rendre attrayants. Et parmi ce paysage-là apparaît le jeu mobile, et donc qui est lié au départ beaucoup avec les jeux qu'on va trouver sur Facebook. Donc là, on va aller chercher aussi toute une autre population de joueurs et joueuses. Les appareils mobiles aussi vont commencer à devenir de plus en plus populaires. Et donc là, les jeux mobiles commencent à s'imposer dans ce contexte-là que je vous ai décrit. Qu'est-ce qu'on entend par jeu mobile? C'est très simple. C'est des jeux qui vont être joués sur des plateformes mobiles telles que les téléphones cellulaires et les tablettes. Donc, j'exclus les consoles mobiles. On parle vraiment plus des applications qu'on peut télécharger à partir de boutiques. L'évolution de l'usage des appareils électroniques chez les jeunes de 6 à 17 ans, il y a une croissance des téléphones intelligents. On a malheureusement peu de statistiques en ce qui concerne les enfants, surtout les tout-petits. On peut en grappiller ici à gauche et à droite, mais ce qu'on sait, par exemple, avec des statistiques aux États-Unis, c'est que même des jeunes enfants, donc on parle de 3-4 ans, vont posséder des téléphones mobiles ou bien vont les utiliser de manière très régulière. Et ces usages-là sont en croissance, donc même chez les petits. Et ce qu'on voit aussi en même temps, c'est que les activités qui vont être faites sur Internet, mais la deuxième qui va être la plus populaire, encore une fois, pour les 6 à 17 ans, ça va être de jouer à des jeux vidéo. Mais on sait aussi que chez les tout-petits, ça va être une des principales activités qui va être faite, ça va être de jouer. Donc, cette adéquation-là entre une croissance de l'usage des plateformes mobiles avec une croissance des jeux vidéo, c'est sûr que ça bénéficie énormément à l'industrie. Et puis, on évalue aujourd'hui que c'est environ 8 heures de jeux vidéo par semaine. Mais ici, je tiens à préciser que c'est des statistiques qui sont produites par l'industrie. Donc, il faut toujours garder un petit bémol. Mais comme je vous dis, on a très peu de statistiques. Nous, comme chercheurs, chercheuses, on aimerait ça en avoir davantage. Mais on voit quand même l'intérêt que ça suscite. Et cette croissance-là, elle est visible aussi dans l'industrie. Et donc, de manière assez étonnante, au contraire de ce qu'on pourrait croire, aujourd'hui, plus de 50 %, donc 55 % de l'industrie du jeu vidéo, c'est des jeux mobiles. Donc, ce n'est plus nécessairement ce qu'on appelle les AAA ou les jeux sur console et autres. On est vraiment dans des jeux mobiles et maintenant, même les très grosses entreprises se tournent vers le jeu mobile. C'est vraiment en croissance constante. On ne voit pas de plafonnement de ce dispositif-là des jeux vidéo. Donc, d'où l'intérêt vraiment de les étudier, vu la popularité auprès des jeunes, des enfants, mais aussi la popularité au sein du marché. Le problème, c'est là qu'on va commencer à voir quel est le problème de ce modèle-là. C'est qu'il y a 3 principaux piliers de monétisation. Souvent, ce sont des jeux gratuits ou très peu chers. Alors, il faut vraiment qu'ils trouvent un autre moyen de faire de l'argent. Donc, collecte et vente de données personnelles pour faire de l'affichage publicitaire. Donc, on crée des profils, du profilage pour envoyer de la publicité. Et on va faire des microtransactions qui peuvent être aussi ciblées. Et là, avec toutes les déclinaisons possibles, donc les passes de bataille, les passes de saison, les passes VIP, etc., etc. Donc, toutes sortes de modes de monétisation qui vont être utilisés dans les jeux mobiles. Le problème, c'est que ces 3 modes de monétisation-là, donc la donnée, l'affichage publicitaire et les microtransactions, exigent des temps de connexion les plus longs et les plus fréquents possibles. On veut garder les enfants connectés parce que plus ils sont connectés, plus on fait de l'argent. Et donc, on garde connecté, on fait revenir, on fait regarder de la publicité, on fait consommer. Et c'est là que le problème commence, c'est comment on va faire en sorte de garder l'enfant connecté et de le faire consommer.
À partir de ce portrait-là, ben, moi, j'étudiais les jeux vidéo en général dans les années 2010. Et là, j'ai eu un second enfant, évidemment, plus de temps de jouer, mais c'est pratique de jouer avec un jeu mobile pendant qu'on s'occupe du petit. Et là, je me suis rendu compte de l'horreur de ce qui se passait dans ces jeux-là. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais ça ne peut pas être aussi pire dans les jeux pour tout petits. Et c'est suite à la pandémie que là, j'ai dit, OK, il faut vraiment aller voir qu'est-ce qui se passe parce que je me suis rendu compte que c'était aussi pire, voire pire, dans les jeux pour enfants. Donc, à partir de 2021, et puis on va continuer l'analyse jusqu'en 2026, on a un corpus d'environ 750 jeux mobiles, donc avec 3 modèles économiques principaux, donc ce qu'on appelle les jeux gratuits, les free-to-play, ce qu'on appelle les freemium, donc une partie est payante, une partie gratuite, et les premium. Là, si vous êtes vraiment connaisseur, vous savez que la différence entre premium, freemium, tout ça, c'est très flou. On le sait, on en est bien conscient, mais on voit à peu près les modèles sur lesquels on se base. On travaille aussi à partir de 500 jeux dont on a collecté les publicités pour faire vraiment un terrain propre aux publicités, puis l'analyse de 139 politiques de vie privée. Il y a toutes sortes d'autres éléments qui se greffent à la recherche dont je n'aurai pas le temps de parler, mais en l'essence, pour aujourd'hui, ce sont ces éléments-là. C'est une grosse recherche. Au fur et à mesure, on a eu de plus en plus de phases de la recherche qui se sont cumulées et qui réunissent différentes disciplines. Donc, personnellement, je suis docteur en sémiotique, donc je m'intéresse vraiment à la production de sens, aux interfaces, comment le design est pensé, quels sont les effets. Je travaille aussi au sein d'un département de communication avec des collègues en communication, des collègues en sciences de l'informatique, en sciences juridiques, en psychologie, en neuropsychologie. Et récemment, se sont joints dans une nouvelle phase des collègues en sciences de la gestion, travail social, sociologie, même psychiatrie et autres. Donc, vous voyez que c'est des objets qui sont complexes, puis pour vraiment bien comprendre comment ça fonctionne, quels sont les effets, il faut vraiment aller à travers l'ensemble de ces disciplines-là, ce qui est quand même assez complexe. À l'université, des fois, on est habitué à travailler dans nos propres disciplines, mais là, vraiment, on n'a plus le choix pour essayer de comprendre ce type d'objet-là et comment c'est conçu, de travailler ensemble. Aujourd'hui, c'est moi qui présente, mais c'est une grosse équipe, on est plusieurs, donc je parle au « je », mais c'est le « nous ». Et je veux aussi faire une mention spéciale aux personnes étudiantes qui travaillent avec moi, donc les assistantes de recherche à la maîtrise et au doctorat, qui travaillent quotidiennement sur ces recherches-là, qui accumulent les données. Et donc, c'est vraiment un gros travail d'équipe qui est opéré au sein de cette recherche-là. Donc, le premier problème, le design persuasif. Vous vous souvenez, on veut garder connectés les enfants. Alors, on utilise du design persuasif qui vise à influencer le comportement d'une personne. Donc, il y en a dans tous nos gestes quotidiens. Hein, partout, on a du design persuasif sans nécessairement s'en rendre compte. L'exemple que je donne souvent, c'est la pharmacie. Ce n'est pas pour rien que la pharmacie est complètement en arrière de la bâtisse pour nous faire passer à travers toutes les allées, tous les produits, revenir à la caisse où il y a des chocolats, des gommes et autres. Tout ça a été pensé, évidemment, pour nous faire dépenser. Donc ça, c'est un moyen d'avoir un effet sur nos comportements. Moi, je me suis intéressée particulièrement au design persuasif dans les jeux vidéo. Ici, un exemple très commun, c'est des objectifs quotidiens. Donc, on amène l'enfant à revenir à chaque jour pour faire une quête à chaque jour et obtenir une nouvelle récompense. Donc, s'il ne vient pas une journée, bien, il manque la chance d'obtenir cette quête-là. Vous l'avez compris, basé sur des principes du behaviorisme, hein, évidemment avec Pavlov qu'on connaît très bien, mais aussi toutes ces notifications. Même nous, adultes, on voit une petite lumière rouge sur notre téléphone, on est porté tout de suite à regarder. Bien, il en va de même des enfants. Alors, imaginez des notifications aux enfants qu'on envoie. Ce n'est pas un petit brillant lumineux, mais c'est leur petit animal préféré qui demandent de venir les nourrir, de venir jouer avec eux, ils s'ennuient. Alors, on peut imaginer là le pouvoir persuasif sur l'enfant de se connecter puis d'aller retourner au jeu.
On va utiliser différentes stratégies, le renforcement positif, ce qui n'est pas mauvais en jeu vidéo, évidemment pas. On a besoin d'avoir des consignes, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire et donc d'avoir une récompense, par exemple, indique à la personne joueuse, c'est bien, c'est le comportement qui est attendu. Puis évidemment, si l'enfant, ça fait 15-20 minutes qu'il joue, puis qu'à la fin, il gagne, bien, évidemment, on le félicite. Donc, en soi, ce n'est pas mal. Là où ça se complexifie, c'est quand c'est exagéré. Hein? Donc, je touche à peine une rangée et j'ai des éclats de couleurs. On a tous joué au moins quelques minutes à Candy Crush et on se sent tellement bon parce que c'est tout le temps incroyable ce qu'on va faire. Alors, on peut imaginer sur l'enfant qu'est-ce que ça fait. Mais aussi, de manière un petit peu plus perverse, on va faire écouter des publicités à l'enfant. Donc, on va lui donner une récompense s'il écoute une publicité. Et donc, évidemment, que ça encourage l'enfant à cliquer pour avoir de l'argent, des items du jeu. Il va y avoir aussi une combinaison des stratégies. Donc, oui, on va donner une récompense, mais en même temps, on va avoir ce qu'on appelle une satiété. Ça veut dire qu'on va limiter ce que l'enfant peut faire et donc là, créer une friction. Par exemple, l'enfant peut gagner des coffres, mais là, ces coffres, ces entrées pour mettre les coffres sont toutes pleines. Et donc, s'il trouve un nouveau coffre, il ne pourra pas le mettre et donc il va le perdre. Mais là, il pourrait l'ouvrir un tout de suite en payant pour avoir cet espace-là. Sinon, il faut qu'il attende. OK? Donc là, vous commencez à comprendre. Là, ici, on le frustre avec une récompense qu'il pourrait avoir, mais là, on le pousse, par exemple, à dépenser, éventuellement à dépenser de l'argent. On va aussi utiliser des récompenses quotidiennes pour que l'enfant vienne à chaque jour. Et dans certains jeux, mais si l'enfant ne vient pas à 7 jours consécutifs, par exemple, il va retourner à 0. Donc, quand le parent ne veut pas que l'enfant, par exemple, se connecte un mardi, mais que l'enfant sait très bien qu'il est au jour 6 et que demain, ça va être le jour 7, il va avoir la grosse récompense et que là, il va retourner à 0, bien oui, il peut faire une crise de bacon. L'enfant sait qu'il va perdre sa récompense alors que le parent ne comprend pas. Et donc, ça va être des stratégies qui vont être utilisées. Puis en plus, on va montrer la récompense à l'enfant. Hein. On sait, regarde ce qui s'en vient, c'est mieux de revenir à tous les jours pour l'obtenir. On va mélanger récompenses prédictibles ou aléatoires, autant dans les moments que les valeurs. Donc, sur un plan psychologique, c'est ça qui a le plus d'effet, parce que l'enfant ne sait jamais quand il va avoir une récompense ou il est sûr qu'il va en avoir à certains moments prévisibles. Et là où on rajoute une coche de plus, c'est qu'on peut utiliser des interfaces truquées. C'est en anglais qu'on appelle les dark patterns ou les deceptive patterns. Donc, au Canada, ce n'est pas interdit. En Europe, ils ont passé une loi, au moins ils nomment la chose. Ici, il n'y a rien, ce n'est pas interdit. Donc, vous connaissez le gros bouton oui et le petit non, tout petit qu'il faut chercher. Mais on a ça dans les jeux pour enfants. On a même ce genre de formulation-là. Donc, vous voyez, hein, un jeu pour enfants, ils sont tout petits, là, c'est des petits minous tout petits. Et lisez la phrase. Il faut la lire 2-3 fois. This is a one-time offer. Are you sure you want to miss this? C'est ça. Alors, si on y va rapidement, on clique non, mais non vaut oui et oui vaut non. Vous voyez comment c'est tordu, là? Et là, on parle de jeu pour petits. Là. Ensuite, on va brouiller les frontières, les magasins. Je suis particulièrement intéressée par les magasins parce que je trouve que ça symbolise vraiment beaucoup d'éléments des jeux mobiles. Et donc, dans les magasins, on va mélanger les monnaies. Donc, des monnaies acquises en jeu, des monnaies acquises pour du vrai argent. Des fois, on va rajouter des gemmes, des bijoux, etc. Et il ne va y avoir évidemment pas de concordance dans les valeurs. Ça va être très difficile de savoir combien vaut la monnaie que j'ai achetée par rapport à l'objet parce qu'il y a des échanges et tout. Et ça devient très complexe. Et on peut même aller jusqu'à la crypto-monnaie. Donc, on a vu un jeu qui proposait à l'enfant de le payer avec la crypto-monnaie. Donc, très peu régulé, on s'en doute. Et donc, les boutiques deviennent vraiment des lieux très particuliers dans les jeux mobiles. Et ici, dans Brawl Stars, qui est particulièrement populaire chez les 11, 10, 9, 8 ans même. Et donc, où on va mélanger là, les monnaies, on va aussi utiliser toutes sortes de stratégies pour mettre de la pression sur l'enfant pour le faire dépenser. Donc, toujours des offres spéciales, des rabais, des offres à des temps limités. On va le mélanger aussi avec des items gratuits. Ce qu'on peut faire aussi, c'est d'avoir des boutiques différenciées, c'est-à-dire que je ne verrai pas la même boutique que vous, parce qu'on peut y aller selon le profil de l'enfant. Et aussi, ça va être des boutiques rotatives, donc il faut que l'enfant revienne
régulièrement dans la boutique pour voir s'il n'y aurait pas des items qu'il désire. Donc, vraiment, plusieurs stratégies très persuasives qu'on va utiliser sur des petits-enfants. Évidemment, il y a un potentiel addictif à ce genre de stratégie de conception-là. Le hasard. Donc, en jeu, le hasard est un élément hyper important. Et donc, évidemment, si je brasse un dé puis que j'avance de 4 cases au serpent et échelle, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est si l'enfant brasse un dé, il y a le chiffre 4, on lui donne la récompense, et que là, il voit toutes les autres récompenses qu'il n'a pas eues, c'est là le problème. L'enfant est passif, c'est le hasard qui détermine sa récompense. Et c'est utilisé largement dans les jeux mobiles. Donc, nous, on a été vraiment très surpris de retrouver énormément de roues de fortune dans des jeux pour tout petits, 3 à 5 ans. Donc, l'enfant tourne la roue pour avoir sa récompense. Et là où ça se complexifie encore davantage, c'est quand on va lier une mécanique de collection avec une mécanique de hasard. Donc, l'enfant veut évidemment avoir l'ensemble de la collection, mais pour l'obtenir, c'est par le hasard. Donc, il doit tourner des roues de fortune. Après, on va voir comment on amène l'enfant à tourner des roues de fortune. Et ici, un petit aparté, les enfants neurodivergents sont particulièrement sensibles aux mécaniques de collection et donc ils sont particulièrement vulnérables à ce genre de stratégie-là, malheureusement. Et ici, on va lier aussi des mécaniques d'énergie. Donc, l'enfant va avoir un nombre très précis de points d'énergie. S'il les a dépensés, il doit soit attendre, soit acheter de l'énergie. Et donc, on va mettre des temps de recharge. Et là encore, pour frustrer l'enfant. Donc, on va beaucoup jouer entre récompense, frustration, récompense. Et c'est comme ça qu'on va l'amener à faire ce que l'on veut. Ici, mécanique d'énergie avec des temps de recharge. Alors là, ce qu'on va dire, c'est l'enfant en haut, vous voyez, il n'y a plus d'énergie. Donc, pour en avoir, il peut soit en acheter en boutique ou soit regarder de la pub. Et donc, on amène l'enfant à regarder de la pub pour avoir des points d'énergie, éventuellement à regarder de la pub pour tourner des roues de fortune, ou bien sinon à acheter une passe. Et là, la passe n'a plus besoin d'avoir de problèmes d'énergie. Et c'est là qu'on commence à parler de gamblification. Qu'est-ce que c'est la gamblification? Donc, l'usage et la valorisation de stratégies, de mécaniques et d'imagerie propres aux jeux de hasard et d'argent dans des situations extérieures au contexte légal des jeux de hasard et d'argent. Donc, l'Office de la langue française, que j'adore, mais là, ils ont traduit par casinification. J'ai beaucoup de difficultés, j'en suis désolée. Je continue avec gamblification, j'espère pas vous choquer. Et donc, du gambling, il y en a beaucoup dans les jeux mobiles, particulièrement les jeux gratuits. Et donc, ici, on a un exemple. On a un tour gratuit de la roue de fortune. Après ça, il faut payer. Ici, carrément une machine à sous. Pourquoi? Ici, je vous ai mis la cote du jeu qui est ado, donc 13 ans et plus. Parce que selon l'industrie du gambling simulé, donc carrément des machines à sous comme ça, il n'y a pas de problème à partir de 13 ans. Donc, tant que c'est simulé, tant que ce n'est pas du vrai argent, il n'y a aucun problème. Sauf que ce qu'on voit, nous, c'est qu'au bout du compte, il y a du vrai argent qui est échangé. Parfois, c'est juste plus d'étapes en boutique pour aller l'échanger, mais il y a du gambling qui est opéré. Mais pour l'industrie, à partir de 13 ans, pas de problème. Et toutes sortes de représentations graphiques qui vont venir banaliser la chose. Cependant, du point de vue vraiment du circuit de la récompense, donc le circuit neuronal de la récompense, que ce soit du gambling simulé ou du vrai gambling, c'est le même réseau qui est activé. Et donc, en ce moment, on ne sait pas ce que ça fait sur le cerveau d'un enfant d'être stimulé comme ça par du gambling, parce qu'évidemment, c'est inédit. On n'a jamais laissé des enfants comme ça faire du gambling. Donc, présentement, on ne sait pas. Il va falloir que la science fasse des études pour mieux comprendre. Cependant, ce qu'on sait, c'est que des mineurs qui sont exposés à du gambling ont plus de risques de développer une dépendance à l'âge adulte. En plus, le cerveau est en développement et donc il peut y avoir des éléments, là, entre autres en termes de mémoire, ce que l'enfant va enregistrer en termes de gains, de victoires par rapport à un mécanisme, ça peut avoir des effets à long terme. Et donc là, il y a vraiment un danger, il y a vraiment une crise qui est en train de s'opérer parce qu'on est en train d'habituer les enfants à du gambling à partir de l'âge de 3, 4, 5 ans. Et jusqu'à 17 ans, mais aujourd'hui, on se concentre sur les jeux mobiles. Et donc, dans la définition des jeux de hasard et d'argent, l'issue du jeu ou l'obtention du prix repose en totalité ou en partie sur le hasard. On le voit fréquemment.
25 des jeux mobiles gratuits, donc sur les 250 qu'on a étudiés. Donc, un quart des jeux avaient ce genre de mécanique-là. Ensuite, la présence ou représentation d'une mise en argent ou d'un objet ayant une valeur. Ici, l'enfant peut parier les petits diamants ou bien carrément les monnaies qui sont en jeu, ce qu'on nous dit dans le jeu. Mais ici, il faut vraiment porter attention parce que c'est un des arguments en disant c'est pas du vrai argent, c'est des mécaniques, donc c'est correct qu'on fasse ça. Non. Présence ou représentation d'une mise en argent ou d'un objet ayant une valeur en jeu. Pour l'enfant, l'item en jeu a une valeur. Pour les joueurs, les joueuses, les items en jeu ont une valeur. Le petit brawler de l'enfant, il y tient. C'est comme un toutou, c'est comme une voiture, c'est comme un jouet qu'il va avoir. Il y a vraiment une valeur qui est associée. Il est prêt à payer, il est prêt à passer beaucoup de temps. Et donc, il y a une valeur, ce que les entreprises savent très bien, puisqu'elles capitalisent là-dessus. Il y a beaucoup d'argent qui sont faits en vendant des items comme ça en jeu. Donc, c'est faux de dire qu'il n'y a pas de valeur. Plus encore, cette monnaie, la monnaie en jeu, donc ce que j'entends parfois, la monnaie virtuelle, n'est pas virtuelle, elle est bien réelle. On peut voir même la valeur qu'elle a. Donc ici, des Robux qui vont être échangés contre des dollars. Et après ça, au sein du jeu, l'enfant va pouvoir faire toutes sortes de choses. Et donc, probablement que vous avez des jeunes enfants, à Noël, on va vous demander des brawlers ou des Robux comme cadeau de Noël, puisque les enfants sont très attirés, évidemment, par ça. Et le dernier point, ce qui a le plus de valeur chez les tout-petits, évidemment, ils n'ont pas nécessairement accès à la carte de crédit et autres, mais c'est leur attention. Leur attention vaut extrêmement cher. Nous sommes dans une économie de l'attention. Donc, évidemment qu'on veut essayer d'exploiter ce temps d'attention le plus possible. Et c'est ça qui est parié dans ces mécaniques-là. Pourquoi? Leur faire regarder de la publicité. Et là, on s'est intéressé à la loi sur la protection du consommateur, donc la publicité destinée aux moins de 13 ans. Puis au Québec, on est chanceux. On a une loi très restrictive qui protège bien les enfants. Malheureusement, dans le contexte du jeu mobile, ça ne répond pas aux 3 critères qui sont à qui le bien ou le service annoncé est-il destiné, est-il attrayant pour les enfants, le message publicitaire est-il conçu pour attirer l'attention des enfants et les enfants sont-ils visés par le message ou exposés à celui-ci, c'est-à-dire quel est le contexte de diffusion de la publicité. Sur les 500 jeux mobiles qu'on a étudiés, 82 % des publicités annoncent d'autres jeux. Donc, juste ça, je ne calcule même pas les autres, ne respectent pas la loi. Donc, on est à au moins 82 % des publicités qui sont diffusées. Plus encore, on ne fait pas juste diffuser de la publicité sur les jeux, c'est des publicités interactives. Donc, vous avez d'un côté le jeu mobile, puis de l'autre la publicité qui est projetée. Imaginez le jeune enfant qui est dans le jeu, qui a la publicité, qui peut jouer avec la publicité dans le jeu, comment il retourne après. Donc, vous voyez la confusion là, qui est opérée, surtout quand on fait faire des choses aux enfants, comme je vais vous le montrer plus tard. Bon, les jeux publicitaires, où là, on passe des heures et des heures à côtoyer des produits de consommation, ou carrément des publicités inappropriées qu'ils ne devraient pas voir. Donc, oui, des publicités sexualisées, on a vu des publicités de casinos, de crypto-monnaies et autres. Donc, là aussi, un problème. Puis, des publicités intégrées, où là, l'enfant ne sait même pas que c'est de la publicité, c'est complètement intégré dans le jeu, jusqu'à une publicité de police de Laval. Bon, outre l'aspect rigolo, nous, ce qui nous inquiétait plus, c'est que ça démontre la géolocalisation. Donc, il y a de la géolocalisation qui est opérée sur les enfants, puisqu'il y a de la publicité profilée. Évidemment, ce qui est encore plus pervers, c'est la publicité récompensée. Donc, je l'ai montré un petit peu précédemment. On fait regarder de la pub et on récompense. Donc, on donne des items, on donne l'argent, on donne toutes sortes de cadeaux pour que l'enfant regarde la publicité. Et là, je vous ai donné quelques mécaniques, quelques dispositifs, fonctionnalités, mais imaginez quand c'est tout accumulé dans le même jeu, dans la même interface. Ça commence à être assez puissant comme dispositif. Donc ici, une roue de fortune, où on peut gagner des prix, avec soit qu'on achète pour tourner la roue ou qu'on regarde la publicité. Ensuite, on peut changer les items qu'on va gagner, donc qu'on peut aller chercher. Donc, si on n'est pas satisfait, on regarde la pub, ça change l'item. On regarde la pub, ça change l'item. Et évidemment, on va mettre un temps
un chronomètre, donc le temps de recharge dont je vous parlais. Donc ici, 6 heures. Donc dans 6 heures, l'enfant va avoir tourné la roue de manière gratuite. Et l'enfant le sait, le sait que dans 6 heures, il va avoir son tour gratuit, que s'il revient dans 2 heures, il va avoir passé 2 tours. Donc là, il y a vraiment intérêt à venir dans 6 heures. Et il y a des enfants qui se réveillent la nuit pour aller tourner, pour aller voir le temps de recharge. Donc, encore une fois, c'est des dispositifs extrêmement puissants et l'enfant est vraiment attiré par les cadeaux qu'il va y avoir dans le jeu. Et donc, ça peut avoir ce genre d'effet-là carrément sur son sommeil et sa santé. Et là, ici, d'autres exemples qui se multiplient. Ici, on est dans un jeu coté 4 ans. Donc, dans 4 ans, on a exactement les mêmes dispositifs qui sont opérés. Et là, je ne vous en montrerai pas à la série, il y en a des tonnes comme ça. Puis, finalement, on a des murs d'offres où là, c'est vraiment des top cadeaux, mais là, on fait faire autre chose à l'enfant. Là, ici, on exploite son réseau d'amis. Donc, invite des amis, fais de la pub gratuitement, tu vas recevoir des cadeaux. Faut-il le rappeler que les cadeaux que les jeux mobiles donnent ne coûtent rien aux développeurs. C'est des items en jeu, ils font juste la programmation et tout. Donc, eux, c'est très rentable de faire regarder de la pub en donnant une épée ou un bouclier. C'est facile. La même chose ici, invite tes amis. Ici, partage et c'est aussi télécharger. Donc, on peut télécharger des jeux. Si tu télécharges des jeux, souvent c'est de la même compagnie, tu vas avoir des récompenses. Ou bien même remplir un sondage. Et donc, on fait faire toutes sortes de choses à l'enfant pour qu'il ait une récompense qui est des items qui vont aller en jeu. Donc là, on commence à voir tout ce que ça peut avoir comme conséquence. Et ici, sur les 763 publicités qu'on a étudiées dans les 500 jeux, bien, on voit il y a 13 c'est des publicités interactives, 23 des publicités récompensées, et dans 2 des cas, on avait des murs d'offres. Donc, c'est vraiment présent, ce n'est pas anecdotique, c'est vraiment des mécanismes qui sont utilisés et qui sont de plus en plus utilisés. Le problème, il va en avoir plusieurs, je vous avertis, c'est les biais cognitifs qui sont exploités. Donc, on le sait, on exploite les biais cognitifs des adultes. Mais là, on parle de petits-enfants dont le cerveau est en plein développement, dont les compétences cognitives ne sont pas encore développées. Et ce qu'on va utiliser, l'aversion à la perte. Donc, cognitivement, l'humain a plus de difficulté à perdre quelque chose qu'il possède que de gagner quelque chose. Donc, pour le même item, si je le possède déjà, ça va me faire plus mal de le perdre que d'en gagner un. Et donc, on va utiliser ça. Donc, si tu ne viens pas à temps, tu vas perdre. Tu vas perdre ton cadeau, tu vas perdre ta chance de tourner la roue, tu vas ici, lose it, carrément. Donc, ça va avoir un pouvoir encore plus fort sur l'enfant. On va aussi utiliser le fameux FOMO, donc l'anxiété de ratage, entre autres à travers les boutiques rotatives. J'espère que je ne manquerai pas une belle affaire, l'item que je veux, le brawler que je veux, je suis aussi bien d'y aller régulièrement. Ou bien une offre limitée, juste pour un temps précis. Et on le sait, chez les adultes, ça fonctionne très bien, les rabais. Ici, des cadeaux qui vont être donnés gratuitement dans les magasins. Un autre biais cognitif qu'on va exploiter, l'illusion ou erreur du parieur ou la quasi-victoire. Donc, l'enfant tourne la roue de fortune et voit la petite flèche, touc, 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 et là, ça fait 3 fois qu'il y a juste spécial. Il est sûr que la prochaine fois, ça va être un épique. Fait qu'il va le réessayer. Ou bien, la petite flèche est allée juste à côté des pics, donc la prochaine fois, il va l'avoir, il va le réussir. Et donc, on joue avec ça, puis évidemment, pour faire retourner la roue de fortune, c'est regarde une pub, tourne la roue, regarde une pub, tourne la roue, regarde une pub. Et pendant ce temps-là, l'enfant ne joue pas, il est passif, il fait juste attendre sa récompense. On va évidemment, avec ce genre de système-là, de dispositif-là, exploiter ces émotions. Je vous l'ai dit, on va jouer beaucoup avec l'excitation. Donc, ici, là, on a des cadeaux et écoute, la boîte, ça finit plus. On sort tous les super cadeaux et l'enfant regarde, il est content. Et là, il a reçu tout ça, là, wow, super! Et là, on va le frustrer. Donc là, on va lui rajouter quelque chose de limité. Il n'y a plus d'énergie, ou bien il faut qu'il attende avant de rejouer, ou bien autre chose. Et donc, on va jouer vraiment entre ces deux émotions-là, de la frustration et du gain, de la récompense, l'excitation. Mais imaginez ce que ça fait sur des petits minous, là. Ça fait ça.
Mais c'est clair, imaginez une personne sur une machine à sous, un adulte sur une machine à sous qui est sûr que la machine elle va donner bientôt, puis enlevez-le d'un coup de la machine, éteignez la machine, l'adulte aussi va faire une crise de bacon, là. C'est la même chose. Mais en plus, l'enfant n'a pas encore tout développé ses capacités à contrôler ses émotions, à comprendre la situation. Et là, on s'entend, on éteint la tablette de l'enfant et on s'attend à ce qu'il réagisse de manière raisonnable. C'est impossible, impossible. L'enfant ne peut pas réagir de manière raisonnable, d'abord parce que le dispositif est extrêmement puissant, ensuite parce qu'il est trop petit, et après, si on lui a appris à ne pas se contrôler ou à gérer l'usage d'une tablette et d'un téléphone cellulaire comme on le devrait, il n'y a aucun outil, il n'y a rien pour l'aider, l'enfant. L'enfant il est pris avec toutes ses émotions, avec tout ce bagage-là, avec tout ce qu'il sait qu'il y a dans le jeu qui va manquer, sans être capable de l'exprimer. Donc, ça devient vraiment terrible pour le petit, c'est crise. Crise de bacon, le parent ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe, et là, bon, vous avez la scène en tête. Et là, on rajoute la collecte de données. Donc, moi, comme je l'ai dit au début, j'ai un pied dans les études du jeu, donc les études du jeu vidéo, mais les études du jeu en général, mais j'ai aussi un pied dans les études de la surveillance. Donc, je me suis beaucoup intéressée à la collecte massive de données au tournant des années 2010, dont je vous parlais. Et à ce moment-là, ça m'a beaucoup inquiétée de voir la quantité de données qui circulaient, entre autres parce que j'ai travaillé avec une entreprise de jeux vidéo qui avait un jeu sur Facebook. Et donc, j'avais accès un peu à ce qui se passait en arrière en tant que chercheuse. Et là, de voir à quel point les données circulaient, la quantité d'informations à laquelle j'avais accès, mais que je ne voulais pas avoir accès, je me suis dit, si moi, je peux avoir accès à ces informations-là, j'imagine à peine comment ça peut circuler. Et ça, on parle du début des années 2010. Là, on est presque 15 ans plus tard. Je peux vous dire que ça s'est sophistiqué, les techniques. Aujourd'hui, on a vraiment un profilage qui va être opéré grâce à la collecte de données. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher énormément de données sur l'enfant. Je vais vous montrer un peu quelques moyens là, qui est utilisé, mais comprenez bien à quoi ça sert. C'est-à-dire, oui, on va faire du profilage pour les publicités, mais on peut aussi faire du profilage dans le magasin. C'est-à-dire, si on sait que l'enfant, par exemple, il aime mieux les épées que les casques, on peut juste lui montrer des épées. On peut aussi savoir, avec des algorithmes prédictifs, est-ce que l'enfant est sur le bord de décrocher? Si oui, on va lui donner une petite récompense pour le garder connecté. Est-ce que l'enfant est sur le bord de consommer? Si oui, on va lui faire un rabais qui ne pourra pas refuser, donc pour la prochaine heure. Et donc, on peut vraiment jouer comme ça avec le comportement de l'enfant. Et là, vous avez compris, je parle de l'enfant, mais les adultes aussi. Nous sommes tous concernés par ce genre de dispositif-là. Et maintenant, en plus, avec l'IA générative, maintenant, le grand public est bien au fait de ce qu'est l'IA générative. Si on peut produire à l'infini des items de jeu pour 3 fois rien, là, on peut contrôler vraiment le contenu qui va être présenté. Donc, les récompenses, les items dans les magasins, et là, avoir vraiment une personnalisation très pointue de ce qui va être présenté. Et donc, encore une fois, des dispositifs très, très puissants pour contrôler le comportement. Qui profite de ça? Les deux grosses entreprises, c'est Google et Meta. C'est leur modèle d'affaires, c'est de la collecte de données, le profilage et l'affichage publicitaire. Ça va ensemble. Il y a un énorme marché de la donnée. Il y a des courtiers en données qui existent. C'est transigé à la fraction de seconde avec des algorithmes. Et ça, c'est des milliards de dollars en ce moment. On ne s'en rend pas compte. C'est en arrière de notre téléphone, de notre tablette. Mais c'est un marché qui croît sans cesse. Un des problèmes que nous, on a relevé, c'est les entreprises tierces. Donc, ce qu'on ne sait pas, puis encore une fois, là, moi je parle de jeux mobiles pour enfants, mais toute application ou presque, quand on installe une application, on pense qu'on installe juste l'entreprise, juste le jeu, juste le développeur, mais en fait, on installe aussi toutes les entreprises tierces qui sont greffées à l'application du jeu.
À quoi elles servent? Elles peuvent avoir différentes fonctions. Elles peuvent servir comme outil de développement, moteur du jeu, service de soutien technique ou analytique, institutions financières, services d'hébergement, de distribution en ligne, centre d'appel, de soutien, annonceurs, spécialistes du marketing, etc. Que veut dire cette longue liste? Ça veut dire que c'est des entreprises qui offrent des services aux développeurs. Donc, le développeur n'a pas à développer l'entièreté de toutes les fonctionnalités, à commencer par le moteur du jeu. Donc, il va prendre quelque chose de déjà existant sur lequel il va pouvoir greffer. Puis, il va, par exemple, pouvoir louer des espaces publicitaires, mais pour gérer les espaces publicitaires, il va faire affaire avec un tiers qui va venir, là, lui, s'occuper de la location de son espace publicitaire, etc., etc. Donc, toutes ces entreprises-là sont nécessaires pour venir aider le développeur. Mais ces entreprises-là, tierces, sont aussi greffées à l'application et s'installent sur l'entièreté du téléphone. Et qu'est-ce qu'elles peuvent collecter? Bien, elles peuvent collecter l'entièreté du téléphone. Donc, potentiellement, tout ce que vous faites sur votre téléphone, donc tout ce que l'enfant fait, peut être collecté. Donc, ça peut être autant les textos, l'appareil photo, vos transactions financières, votre navigation, etc., etc. Donc, vraiment, la géolocalisation. Et vous avez plusieurs identifiants sur les appareils, donc il y a différents moyens de vous identifier. Et ça, c'est via un petit jeu. Donc, j'appelle ça souvent l'espèce de le jeu et le cheval de Troie, si on veut, et qui ouvre une porte arrière, en anglais un backdoor, où se faufilent tous les tiers et c'est eux qui vont collecter massivement de la donnée. Et les données ne sont jamais anonymes, c'est-à-dire que certains développeurs vont dire ben, c'est des données qui sont anonymes, dans le sens qu'on n'a pas le nom de la personne qui est là. Non, mais on a des identifiants. Et au-delà de ça, c'est très facile d'aller croiser des bases de données, par exemple des bases de données publiques avec votre adresse, votre nom et autres, pour venir désanonymiser ces bases de données-là. Et donc, ces informations-là circulent sur nous. Si vous êtes client chez Desjardins, vous le savez, là, présentement, nos données circulent de manière très large et non protégée. Et donc, s'il en va de même avec des données qui sont collectées sur les enfants. Le problème, parce que souvent, on a un peu de difficulté à imaginer c'est quoi la conséquence, entre autres, sur les enfants. Bien, un des problèmes, c'est la géolocalisation. La donnée de géolocalisation vaut très cher parce que si on sait où vous êtes, on sait qui vous êtes, on sait c'est quoi vos habitudes, où vous travaillez, à quelle école vous allez, etc. Mais imaginez des données de géolocalisation d'enfants, donc on sait où ils sont dans l'espace, et que ces données-là, ces profils-là circulent comme les informations de Desjardins sur le dark web. Ces informations-là circulent aussi sur le dark web et on ne sait pas qui a accès à ces données-là. Et dans Roblox, par exemple, très populaire auprès des enfants, bien, il y a des gros scandales de prédation. Donc, imaginez des prédateurs qui ont accès à ces données-là, qui vont contacter les enfants, qui peuvent leur parler comme s'ils étaient l'ami d'à côté parce qu'ils ont des informations sur eux. Donc, on est là. C'est ça qui se passe et on ne mesure pas bien l'ampleur de la situation parce que c'est des petits jeux naïfs, des petits jeux qui ont l'air très innocents. Ce qu'on a fait, puis je sais que le temps passe, mais juste quelques précisions par rapport à la manière dont va être opérée la collecte. Il va y avoir vraiment différentes manières qui vont être utilisées, entre autres avec les conditions d'utilisation, les politiques de vie privée, pour trouver des moyens de venir collecter des données, autant dans le code ou dans la manière dont les politiques vont être libellées. Et ça, nous, on s'intéresse particulièrement à ces éléments-là pour essayer d'agir sur ces points-là. Classification des jeux. Parce que là, bon, il y a un problème, on le voit là. Je pense que j'ai énoncé plusieurs problèmes. Comment les jeux sont classifiés? Bien, en ce moment, c'est l'industrie qui s'occupe de la classification, donc c'est autorégulé. Donc, les jeux vidéo, de manière générale, c'est l'Entertainment Software Rating Board, donc le SRB en Amérique. Et
c'est un organisme qui est géré par le lobby de l'industrie. Donc, dans les années 90, quand il a commencé à avoir les scandales des jeux violents, des jeux de tir, puis les tueries de Columbine et autres, on a pointé du doigt les jeux vidéo et il a commencé à avoir des projets de loi et tout. Et l'industrie a dit non, pas besoin, on va s'auto-réguler, on va s'occuper de faire une classification. À ce moment-là, ils ont fait une cote qui s'appelait Early Childhood, donc petite enfance, qui était basée sur une loi qu'on appelle la COPPA, qui est une loi de protection de la vie privée des enfants, donc 12 ans et moins. Donc cette cote-là protégeait la vie privée des enfants. Donc les jeux qui mettaient la cote petite enfance stipulaient qu'ils protégeaient entièrement la vie privée des enfants sous le respect de la loi, la COPPA. C'est autorégulé, donc c'est volontaire. Donc, trop peu d'entreprises ont voulu mettre cette cote-là, tellement qu'elle n'était pas utilisée ou très peu. Alors, l'ESRB l'a simplement éliminée en 2018. Et donc, cette cote-là n'existe plus. Et aujourd'hui, tous les jeux pour enfants sont pour tous, everyone, ce qui ne veut pas dire que le jeu est bon pour l'enfant, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de contenu qui est dommageable, qui est néfaste pour l'enfant. Donc, pour un parent, une cote pour tous, ça ne veut pas dire grand-chose. Puis, j'aurais des tonnes d'exemples à vous montrer à ce niveau-là. Donc, la cote qui protégeait les petits n'existe plus. Ici, outre le SRB qui est utilisé dans le Google Play Store, on a aussi les cotes que les magasins eux-mêmes vont donner, par exemple le App Store. Mais évidemment, il y a une incohérence entre la classification. Donc ici, des jeux qu'on a vus qui étaient pour tous dans le Google Play Store étaient 9 ans et plus dans l'App Store et même 18 ans et plus dans l'App Store. Donc, des incohérences comme ça, comment le parent peut se fier entre les cotes? Parce que c'est autodéclaratif. Hein? Les entreprises déclarent elles-mêmes le contenu de leur jeu. Il y a d'autres programmes, dont le programme Teachers Approved, donc approuvé par le personnel enseignant. Donc, on se dit, comme parent, mon Dieu, ça doit être un bon jeu, hein, il est pour tous, approuvé par le personnel enseignant. Mais non, on a aussi trouvé énormément de problèmes dans des jeux recommandés par les enseignants. D'abord, on ne connaît pas, on n'a aucune idée c'est qui les enseignants. On a essayé de chercher. C'est très mystérieux, les enseignants chez Google. Mais il y a de la publicité, il y a du design persuasif, il y a du gambling, il y a tout. Donc, ça ne veut absolument rien dire. Donc, là aussi, les parents, non seulement ne sont pas guidés, mais ça donne un faux sentiment de sécurité. Ensuite, il va y avoir toutes sortes de programmes là, qui vont être utilisés pour essayer de garantir la vie privée des enfants. Mais là aussi, on les a tous étudiés, puis je ne passerai pas en détail, mais il y a tous des problèmes à chaque organisme, autant en termes d'application que de validité, de légitimité. Donc, toutes des certifications auxquelles le parent ne peut pas se fier. Donc, qu'est-ce qui reste aux parents? Au-delà de ça, c'est d'aller lire les conditions d'utilisation et les politiques de vie privée. Et donc, dans le cadre d'une partie de la recherche, on est allé analyser avec les collègues en sciences juridiques 139 politiques de vie privée des jeux mobiles à partir de différents critères qui portaient sur les lois québécoises, canadiennes et états-uniennes, la COPPA dont je vous parlais. Et Punch, aucune des politiques de vie privée ne respectait entièrement les législations. Donc, carrément, ça ne respecte pas les cadres légaux. Donc, autant en termes d'opacité de la politique elle-même, un langage vague. Donc, on a beaucoup de « we may collect »,« we may share »,« we may ». Donc, on ne sait pas. Oui, peut-être, mais pas, mais quoi. Une imprécision quant à la collecte. Donc, comment on collecte, qu'est-ce qu'on collecte et l'usage, qu'est-ce qu'on en fait? Là aussi, on n'a aucune idée. Des informations incomplètes, même absentes. Des fois, on se retrouvait dans des Google Docs pour trouver les politiques. Donc, vraiment des gros problèmes. Puis même des définitions de données personnelles. Donc, ce qui va complètement contre la loi. C'est la loi qui définit qu'est-ce qu'une donnée personnelle. Mais là, il y a dans des politiques qui vont dire la donnée personnelle, par exemple, c'est le nom, l'adresse et autres. Nous ne collectons pas de données personnelles. Oui.
Tu viens de définir toi-même ce que tu entends par données personnelles. Évidemment, tu n'en collectes pas, mais selon la loi, tu en collectes. Donc, énormément de problèmes comme ça pour contourner la loi. On a trouvé aussi toutes sortes de stratégies, là. Ici, on va déclarer sur le magasin, nous ne partageons aucune donnée avec les tiers, hein, dans Everblast. Après ça, nous, on s'en va voir dans les politiques de vie privée, puis on partage les données avec des tiers. Donc, complètement l'inverse qui est affirmé. Et le Google Play Store qui ne valide pas là, ce qui est vrai, parce que clairement, ça va contre le magasin. Aussi, un élément qui est particulièrement pernicieux, c'est que quand on lit les conditions d'utilisation et politiques de vie privée, elles ne s'appliquent que pour le jeu. Mais vous vous souvenez, je vous ai dit que quand on installe un jeu, on installe les tiers aussi, mais les tiers sont exclus des politiques de vie privée. Ce que ça veut dire, c'est que le parent, l'enfant, l'ado, nous, on devrait trouver la liste des tiers, aller lire leurs conditions d'utilisation politique de vie privée pour donner notre consentement quand on clique oui sur le jeu. Donc, évidemment, personne ne fait ça, on ne le comprend même pas. Nous, j'étais avec des juristes, même des avocats, pour essayer de comprendre, et c'est opaque. Donc, vraiment un gros problème de ce côté-là. Et puis, bien sûr, une autre stratégie qui est utilisée, c'est un jeu clairement pour petits, hein, c'est vraiment un cookie cat, tout mignon. Puis, dans les politiques de vie privée, ils disent, bien, ce jeu ne s'adresse pas aux petits, aux moins de 13 ans, parce que la loi, c'est à partir de 13 ans, c'est plus permissif en termes de collecte de données. Donc, on a clairement un jeu pour enfants, mais on a une loi qui s'applique pour les 13 ans et plus, donc les petits ne sont pas protégés. Et donc, un dernier élément pour essayer de contourner la loi, c'est qu'on change les conditions d'utilisation politique de vie privée, puis on n'avertit pas les parents. Donc, dans 70 % des cas, on n'a même pas averti, puis on a changé, et que puis dans 17,5 %, le fait de continuer d'utiliser le jeu, ça dit que vous êtes d'accord avec les changements. Donc, finalement, il y a juste 12 % des jeux qui vont vraiment demander un consentement. Donc, on se rend compte qu'il y a vraiment un problème là aussi du côté de la vie privée des enfants. Ce qui amène à quoi? Ce qui amène à une exploitation de l'enfant. C'est carrément ça. On exploite son temps d'attention parce que pendant qu'il tourne des roues de fortune puis qu'il regarde des publicités, il ne joue pas. Il ne se développe pas, il ne découvre pas, il ne fait pas de la résolution de problèmes, de l'observation, des apprentissages. Non, il est en position passive et on lui vole son temps de jeu, carrément. Exploitation de l'argent de poche des enfants, parce que les enfants mettent leur argent de poche dans des brawlers, dans des Robux, etc. Et c'est payant pour ces entreprises-là. Les enfants dépensent énormément d'argent. Exploitation de la vie privée de l'enfant. Là, je vous ai montré un effet à très court terme en termes de prédation. C'est très inquiétant que ces données-là circulent. Mais à long terme, ces données circulent encore. Et donc, qu'est-ce qui ne nous dit pas que des assureurs vont vouloir avoir ces données-là, des compagnies bancaires, des employeurs, et que l'enfant devenu grand va être refusé parce qu'il y a un profilage qui a été opéré et puis selon des algorithmes prédictifs, c'est trop risqué de lui prêter de l'argent, il a trop joué dans sa jeunesse, il n'était pas dans un bon quartier, etc. Donc, il peut avoir des conséquences à très long terme sur la vie de l'enfant. Puis finalement, l'exploitation du travail de l'enfant, c'est-à-dire dans des jeux tels que Roblox, c'est les enfants. Et là, je digresse une petite affaire parce que dans la recherche qu'on a faite précédemment, dont je vous ai parlé, c'est des jeux, c'est moins de 13 ans, alors que Roblox, on est à 13 ans. Mais ici, on demande à produire du contenu. Donc, on amène des jeunes à produire du contenu gratuitement. On prend des codes jusqu'à 70 %. Et donc, c'est du travail d'enfant. C'est vraiment, littéralement. Et c'est un modèle économique qui est en croissance, qui fonctionne de plus en plus. On le voit maintenant, même sur Fortnite, où on est en train de développer ça. Donc, évidemment, les jeux qui fonctionnent, les entreprises les reprennent et capitalisent. Donc, c'est les enfants, la force de travail qui exécutent et ce qui fonctionne bien, c'est repris par certaines entreprises. Donc, là aussi, l'exploitation de travail des enfants. Ça ne va pas bien dans le domaine du jeu mobile. Bon, j'imagine que vous êtes un peu découragés. Moi, je le suis. Je contiens ma colère parce que ça m'enrage vraiment.
Parce qu'au contraire des adultes, par exemple, qui s'en vont au casino, qui savent qu'ils s'en vont au casino, qui peuvent prendre des mesures pour se protéger, pour mitiger les effets, se dire, bon, mais je dépense 100 $, quand j'ai fini, je ressors. Les enfants, on ne leur donne rien. On ne leur donne même pas l'information, puis on s'attend qu'ils naviguent bien dans ces univers-là, puis qu'ils se développent bien. Donc, je trouve ça extrêmement frustrant, fâchant, surtout que ça entache tous les jeux vidéo, alors que, je le répète, il y a des excellents jeux. Donc, je suis vraiment en colère, mais des pistes de solutions. Donc, j'ai un cheval de bataille qui est celui de la création d'un organisme indépendant qui viendrait catégoriser les jeux et les produits numériques de divertissement. Donc, on pourrait même mettre les médias sociaux dans cet organisme-là, une sorte de régie du numérique, à l'image de la régie du cinéma. Pourquoi on a une régie du cinéma qui est maintenant intégrée au ministère de la Culture et des Communications, mais une instance indépendante pour mettre une cote à laquelle on peut se fier, mais on aurait besoin de ça aussi pour les jeux vidéo. Donc, pas juste sur le contenu, parce que les cotes actuelles ne sont que sur le contenu, mais aussi sur des éléments de socialisation. Donc, ça peut être bien de savoir là, quel type de mise en rapport avec les autres est opéré. De design, j'espère vous avoir convaincu que ça peut aller loin, les problèmes en termes de conception. La monétisation, mais aussi la vie privée. Donc, ça pourrait être des catégories à partir desquelles on travaille et sur lesquelles le parent, l'enfant, l'adolescent pourraient se fier, avoir des informations. Elles auraient été déterminées par des chercheurs, chercheuses, basées sur la science, en respect du développement des enfants et des ados, et qui seraient apposées, vérifiées par des experts et expertes indépendantes. C'est sûr qu'on me dit souvent, ce n'est pas réaliste. Je suis une idéaliste, je le sais, mais c'est sûr que ce ne serait pas l'entièreté des jeux, surtout avec l'IA générative qui est en train d'envahir le marché. Il va en pleuvoir des jeux mobiles, bien sûr. Il va en pleuvoir des jeux vidéo. Par contre, on peut aller sélectionner certains jeux et ces jeux-là pourraient avoir un avantage économique. Donc, de vouloir avoir une bonne cote, par exemple, réellement recommandée par des professeurs et des chercheuses d'université, ça deviendrait un avantage économique pour les bonnes entreprises. Et il y en a des bons jeux. Il y en a des bons jeux pour les enfants, mais les parents qui ne connaissent pas ça, évidemment, ils ne peuvent pas choisir dans le flot. Ils ne peuvent pas savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est recommandable. Alors, imaginez si là, on avait la cote québécoise, qui deviendrait une sorte de certification afin de démarquer les jeux. Et là, certaines entreprises, les bonnes citoyennes corporatives, pourraient se démarquer parce que malheureusement, hein, là, présentement, je l'ai dit en début, hein, l'industrie s'en va vers le jeu mobile de plus en plus, et j'ose le mot, ça contamine l'entièreté des jeux. Et il faut vraiment qu'on trouve un moyen de redonner un avantage économique aux bons jeux. Et je pense que de les distinguer, ce serait déjà, en tout cas, une très bonne première étape pour que les enfants, les ados, puissent profiter des effets positifs des jeux vidéo. Et en terminant, bien, quelques ressources. Stéphane a parlé en début d'un livre qu'on a publié qui est vraiment dans cette perspective-là. Hein. Pour moi, c'était pas du tout mon plan de carrière de travailler sur les jeux vidéo pour enfants. C'est vraiment par la force des choses. Mais j'avais tellement de questions qu'on me pose dans des conférences comme ça qu'à un moment donné, bien, avec l'équipe, on s'est dit, OK, il faut qu'on publie un livre, qu'on essaie d'expliquer, de montrer qu'est-ce qui est bien, à quoi il faut faire attention. On a aussi fait un site qui explique un peu le mode de fonctionnement des jeux mobiles avec tout l'écosystème. Puis, vous avez toutes sortes de ressources, hein, comme Abilomedia, Common Sense Media ou Pose. Vous pouvez aller chercher de l'information pour vous documenter. Puis, un très bel organisme avec qui on collabore, le Ciel, qui va dans les écoles, qui essaie d'encapaciter les enfants, parce que les enfants sont brillants, les ados, ils savent que ça ne fonctionne pas. Là. Ils sentent bien là, qu'il y a des choses qui sont plus fortes qu'eux, qu'il faut qu'ils se connectent, qu'il faut qu'ils y aillent, mais ils ne sont pas capables de mettre les mots. C'est à nous de les aider, puis c'est à nous de venir rendre l'environnement numérique beaucoup plus sécuritaire. Merci. Bonjour tout le monde. J'ai plusieurs questions, mais je vais poser la première. Est-ce qu'il existe des pays qui ont légiféré ou qui sont en train de légiférer, ou est-ce que c'est une contamination qui atteint le monde entier?
Il y a certaines législations qui sont passées. Je regarde notre ami belge qui est ici. En Belgique, ils ont interdit la vente de coffres à butin. Parce que bon, les coffres à butin, c'est vraiment un coffre qu'on ouvre puis on a des surprises. Si on fait une mission pendant une demi-heure avec 4 autres amis puis qu'on a un coffre à butin, il n'y a pas de problème. On a fait des efforts puis on a une récompense. Là, le problème, c'est qu'il y en a qui sont en vente et il y en a qui les achètent à la série pour obtenir les beaux items. Donc, ça a été considéré comme du gambling, donc interdit. Donc ça, on a ce genre de législation-là. L'Europe a interdit aussi certains éléments d'interface truquée. Mais oui, puis là, comme nous, au Québec, on a une très bonne loi pour l'affichage publicitaire, on a une bonne loi de la protection de la vie privée. Le problème, après, c'est de la mettre en mise en application de ces lois-là. Mais ce qu'on voit, c'est en termes de classification, on est partout là, sur la planète, on est rendu là. Il y a des efforts qui sont faits en Australie, par exemple, des efforts au Brésil, en Europe et tout ça aux États-Unis, mais on est tous au moment où on fait, OK, il y a un problème, là, puis il faut vraiment qu'on trouve des solutions, puis essayer de trouver les solutions les plus, sans être mondiales, plaquées, qu'il soit possible de les adapter selon les cultures puis les juridictions, mais qu'il y ait quelque chose qui soit cohérent pour que, par exemple, la cote québécoise soit cohérente sur le marché européen, par exemple. Donc, on travaille vraiment dans cette direction-là. Mais il reste beaucoup de travail. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que je peux me permettre d'autres questions? Il y a beaucoup de gens, donc peut-être faites la file et puis. Mais vous pourrez poser vos questions après. Madame? Oui, bonjour. Moi aussi, j'ai 2 questions, mais je vais revenir. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que des jeux, à partir du moment où le jeu n'est pas utilisé, il est sur la tablette, mais on ne l'utilise pas, ça peut faire longtemps qu'on ne l'a pas utilisé, il est comme un peu dormant. Là, j'imagine, mais tu sais, ma question, en fait, c'est, j'imagine que ça continue à prélever des données quand même. Ça peut. Ça peut. Ça peut ne pas. Il y a même eu des cas où des jeux ont été enlevés et les tiers continuaient à collecter de la donnée. Donc, c'est très opaque, c'est difficile à savoir est-ce que lui, oui, non. Parce qu'en plus, j'en ai pas parlé, mais une partie de la recherche qu'on fait aussi, on essaie de regarder qu'est-ce qu'il y a dans le code des jeux. Qu'est-ce qui est déclaré sur le magasin, qu'est-ce qui est déclaré dans les politiques de vie privée, puis qu'est-ce qu'on voit dans le code des jeux, quelle permission est donnée, quelles données sont collectées. Et donc, on est obligé de faire ça, mais le parent ne peut pas savoir, là. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où on le télécharge, mais il y a un risque qu'il y ait de la collecte de données, là. Même si on le désinstalle par la suite? Bien, c'est pas, je ne peux pas vous dire qu'il y a eu des tonnes de cas, mais ça a été documenté, oui. OK. Bon. Mais c'est mieux de des enlever, là, oui, ça c'est sûr. J'imagine. Mais tu sais, un conseil, c'est parce que le problème aussi avec les jeux mobiles, c'est qu'on les installe sur des plateformes sur lesquelles on fait plein d'autres choses. Oui. Donc, tu sais, dans le monde idéal, on aurait, supposons, un téléphone dédié aux jeux mobiles, et donc, ça serait juste ça qui se passerait comme activité, et donc pas toute notre vie privée en même temps. Ou bien on aurait une console mobile qui serait dédiée. Et donc là, il y aurait déjà moins de données personnelles qui seraient collectées parce que ce serait des devices, des appareils, merci, dédiés. OK, merci. J'avais une question par rapport aux enjeux de vie privée. Est-ce que, par exemple, au Québec, la loi 25 ne pourrait pas être utilisée tout de suite par la Commission d'accès à l'information si elle voulait vraiment s'attaquer? En plus, on peut maintenant faire des amendes significatives. Est-ce que tu penses que ça pourrait être un moyen? En Europe, est-ce que tu as déjà vu des autorités de protection des données aller contre les jeux en invoquant le RGPD ou des choses comme ça? Je vais laisser répondre. Moi, je ne suis pas spécialiste du droit, je m'entoure de spécialistes du droit, là. Mais je sais qu'on a une bonne loi, mais comment la faire appliquer, là? Est-ce que tu penses que sur la base actuelle, ça pourrait déjà être la façon? En attendant de développer les classifications, est-ce que la commission d'accès pourrait dire, moi, je vais... Bien, probablement, oui. Tu sais, Okay. une des preuves, c'est que là, il y a un recours collectif qui vient d'être déposé en partie sur ce que l'on trouve, c'est-à-dire les problèmes de non-respect de la loi dès les politiques de vie privée. Donc, oui, si là, il y a des recours collectifs qui commencent à être formulés, j'imagine que, oui, une instance pourrait agir. Merci.
Est-ce que parmi les doctorants de Maud, vous auriez une réponse? Ah, c'est Martin, Ah. oui. En tout cas, si on a une réponse d'un chercheur, on la prend volontiers. Oh, voilà. En gros, c'est surtout une question de mise en œuvre. Forcément, en fait, souvent, les autorités de protection des données sont sous-staffées, n'ont pas assez de budget, elles ont l'entièreté d'Internet à devoir réguler. Du coup, en fait, c'est assez difficile et ça prend du temps pour avoir des décisions qui puissent mettre en œuvre le droit. Et par rapport à la loi 25, si on compare au GDPR en Europe, d'où je viens, en fait, la loi 25 est principalement axée sur le consentement parental et n'a pas forcément plus de protection spécifique pour l'enfant une fois que le consentement parental a été donné. Et en fait, souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il suffit de cocher la case « j'accepte les conditions de vie privée » pour que le consentement parental soit donné. Et très peu enfin, je veux dire, personne ne nie ces conditions. Et surtout, elle bloque l'accès directement au jeu. Donc, c'est juste tick the box et get access to. Et on a accès au jeu et tout le monde le fait pour pouvoir accéder au jeu. Du coup, la première chose, ce serait en fait de simplement être sûr que ce consentement parental soit mis en place, ce qui n'est même pas le cas dans la plupart des jeux qui ont été analysés dans l'étude. Voilà. Merci. Monsieur? Oui, bonjour, je suis et j'ai créé le site web écranpartagé.ca en 2020 et donc c'était un site qui avait pour mission exactement ce que vous disiez, c'était très inspiré de Common Sense Media, c'est bilingue, mais on a traité des centaines de jeux, mais il y a constamment des jeux qui sortent et c'est très difficile d'avoir les ressources de traiter tout ça. Donc on a toutes les jauges, on traite les jeux principaux sur console, sur PC, mais il y a les jeux mobiles, c'est infernal le débit constamment. Donc je ne sais pas si vous avez des hints pour ça, mais même si le gouvernement n'arrive pas à le traiter, je ne sais pas comment on peut faire ceci. Oui, mais il y a certains éléments qu'on peut essayer de semi-automatiser, puis de semi-autodéclaratif. Donc, on peut arriver à aller chercher un grand nombre d'informations et là, qu'il y ait une validation humaine qui soit opérée en bout de piste. C'est sûr qu'on ne pourra pas faire l'entièreté des jeux mobiles. Même l'industrie a créé l'IARC pour essayer d'automatiser la chose. Mais je pense que l'idée, en tout cas, comment je l'imagine, c'est pas nécessairement de donner des cotes à l'entièreté des produits, mais d'en cibler certains. Par exemple, les plus populaires, ça pourrait être un critère. Ça pourrait être un critère aussi les produits québécois. On a une industrie florissante du jeu vidéo au Québec. On pourrait la favoriser et donc essayer là, de la démarquer en mettant ces cotes-là. Et qu'au final, ben, ceux qui n'ont pas les cotes, ben, peut-être voudraient même les avoir. Donc, ça créerait là, un certain engouement. Mais c'est sûr qu'il faudrait trouver un moyen de... Mais vous étiez non financé aussi. C'est sûr que ça prend un minimum d'argent, d'investissement. Mais ce qu'on essaie, c'est de semi-automatiser, entre autres avec des parties de la recherche, là, où on vient travailler les politiques de vie privée, puis essayer de venir les encoder éventuellement selon le respect des lois. Donc ça serait un des éléments. Là aussi, la recherche par le code, où là aussi, pour avoir... Et donc, d'une part, la technologie, d'autre part, du semi-déclaratif. Oui, on peut fonctionner comme ça. L'entreprise elle-même pourrait remplir un questionnaire avec des coches. Est-ce qu'il y a une boutique? Est-ce que la boutique est rotative? Est-ce qu'il pourrait y avoir des catégories comme ça qui seraient ensuite validées? Donc, je pense que c'est quand même réaliste là, de le faire. De toute façon, il faut qu'il se passe de quoi, là, parce que ça n'a plus de bon sens. Donc, mais je suis intéressée par votre initiative. J'irai voir, je passe à côté. Votre collègue Cédric Duchesneau travaille également pour nous. Okay. Il a écrit également des articles. OK, super. Et est-ce que je pourrais partager votre conférence? Elle sera disponible en ligne? Oui, on va la mettre sur notre chaîne YouTube dans 1 ou 2 semaines. Donc, oui, partagez-la très largement. Parfait, merci beaucoup. À vous. Oui, fait que ma question avant, c'était un peu comme relié à ça, fait que je vais aller avec ma deuxième question. Moi, je pense surtout, tu sais, mettons, j'ai des frères et sœurs qui maintenant, tu sais, ils arrivent au secondaire, ils sont primaires, au daycare. Puis, je pense surtout, tu sais, une de mes sœurs est au secondaire, puis maintenant, elle a une tablette sur laquelle elle doit faire ses devoirs, tu sais. Fait qu'avant, tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, là, back in the day, comme, tu sais, si if I wasn't behaving properly, comme là, mes parents prenaient la tablette ou mes parents, tu sais, ils étaient comme, tu peux pas aller jouer sur ça. Mais maintenant, quand c'est intégré dans ton éducation de manière mandatoire,
I guess, genre, c'est quoi un peu comme tes opinions là-dessus? Est-ce que tu as eu l'occasion de regarder un peu les politiques, les terms and conditions dans le contexte un peu plus comme éducatif pour les enfants ou pas encore? Oui, oui, pas, moins approfondi, là, mais de manière générale, ça ne peut pas être une responsabilité individuelle. Il faut vraiment, là, je parle de la régie pour que c'est une première étape, qu'on fasse la classification, mais c'est sûr qu'une législation doit venir parce que même si on éduque les enfants, les ados, les adultes, il y a des éléments qu'il faut qu'ils soient interdits. Par exemple, les interfaces truquées, ça devrait être interdit, ou des éléments comme ça qu'on pourrait venir pointer. Il y a même des éléments de design qu'on pourrait venir qualifier avec certains âges. Par exemple, les notifications. Je trouve ça aberrant qu'il y ait des notifications dans des jeux de tout petits avec des petits animaux. Le pouvoir persuasif est tellement fort. Un enfant n'est même pas capable de différer une demande à cet âge-là. Son cerveau n'est pas développé. Ça devrait être interdit. Et ça, c'est facile. Alors, on pourrait dire, supposons, avant 13 ans, dans les jeux de 12 ans et moins, il n'y a pas de notification. Donc, qu'on vienne cibler comme ça, déjà, là, il y aura un certain encadrement là, qui se ferait de manière macro. Donc, quand on arriverait à l'école, parce que ta question apporte sur l'école... Oui, comme un peu plus, en ce moment, est-ce que are you like aware de comme c'est quoi les applications qui sont utilisées dans le contexte comme plus éducatif, là? Oui, j'ai travaillé sur certaines applications. C'est un peu complexe comme question, mais je vais répondre d'une manière un peu générale. Présentement, puis j'ai répondu par le design parce que je pense qu'il y a une responsabilité des gouvernements, de la législation, éventuellement des entreprises, de venir cadrer, de mieux faire les produits. Mais il y a aussi une éducation à avoir, c'est-à-dire, par exemple, en termes de vie privée. Dans les écoles. Là, on le voit de plus en plus, où là, on va commencer à protéger la vie privée des enfants. Mais il y a des applications qui sont utilisées en milieu scolaire où on va chercher de la donnée sur les enfants. Je pense qu'il est sorti encore un scandale au début de l'année scolaire, une application que les parents utilisent pour dire au service de garde, je viens chercher l'enfant dans 10 minutes, le service de garde le prépare, et là, l'envoie, bien, ces données-là ont fuité. Et donc là, on a des données de l'enfant, son âge, son école, le parent et tout. Et donc, est-ce que là, c'était vraiment nécessaire pour l'école d'imposer cette application-là? Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation aussi à faire dans le milieu scolaire, mais dans la société, sur la non-banalité de la vie privée, que c'est important, puis qu'il faut vraiment travailler fort socialement ensemble. Okay, merci. Merci. Madame? Bonjour. Vous avez parlé des applications gratuites ou très peu chères, mais en fait, tu sais, moi, il m'est arrivé de payer pour des applications pour ma fille. Tu sais, je pense, 3-4 fois peut-être, là, je pense à Sago Mini, qui est vraiment pour les plus petits, là, 6 ans et moins, je pense. Puis là, j'envisage acheter une Switch, tu sais, la 1, comme ça, c'est moins cher. Mais est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'on se protège ou il y a quand même des possibilités qu'on ait tous ces risques-là? Votre question a plusieurs éléments. D'abord, dans les jeux mobiles, de la recherche qu'on a faite, c'est sûr que plus le jeu est payant, mais à la barrière d'entrée, là, pas au fur et à mesure du temps, parce que des fois, il est gratuit, mais l'enfant met de l'argent beaucoup au fur et à mesure du temps. Mais s'il est payant en rentrant, il y a moins de problèmes. Oui, c'est donc, ça. plus on paye, oui, il y a moins, mais il y a quand même des problèmes. Okay. Et il y a quand même la collecte de données, parce qu'on est sur un appareil qu'on utilise pour faire toutes sortes d'autres choses. Okay. Donc, pour moi, tu sais, moi, je suis maman de 3 enfants, là, il n'y en a pas de jeu mobile chez nous. Okay. C'est interdit. C'est ça, je ne peux pas. Donc, même si j'achète, je ne peux pas. Par contre, j'ai une Switch. Donc, oui, c'est ça. Donc, pour moi, c'est un bon choix. C'est une plateforme mobile. On aime ça, la mobilité. Donc, et la plateforme Switch, elle est dédiée. Et ensuite, on achète des jeux. Et quand on les achète entièrement, l'entreprise, qu'on joue 5 minutes, 50 heures ou 100 heures, c'est le même montant. Donc, ils n'ont pas intérêt à mettre toutes ces mécaniques addictives-là. Donc, ces jeux-là, habituellement, là, c'est des bons jeux qui n'ont aucun danger. On l'achète en entièreté, là, en complet, on l'installe. La dernière chose, c'est qu'il y a quand même la collecte de données qui est opérée.
mais c'est de la collecte de données qui est faite sur la plateforme. Et habituellement, les grosses entreprises telles que Nintendo gardent jalousement leurs données. Donc, les partagent très peu. Il y a des tiers. On a vu là, avec un de mes collègues en sciences juridiques qui a analysé les conditions d'utilisation de Nintendo. Puis, malheureusement, il y a des tiers. Mais sur l'échelle de moins pire, c'est moins pire. Mais ce n'est pas encore parfait, là. Mais moi, j'irais plus de ce côté-là. Acheter des jeux complets sur plateforme dédiée. Bon, mais je suis convaincue. Merci. Je ne reçois aucune cote. À vous? Oui, bonjour. Merci pour cette conférence qui est vraiment extraordinaire. Moi, je suis kinésiologue en promotion des saines habitudes de vie auprès des enfants qui ont des problèmes cardiométaboliques liés à la sédentarité, entre autres. Et bien, les écrans, c'est un cheval de bataille depuis plusieurs années. Effectivement, après la pandémie, on a vu un switch. On est passé de Netflix et des jeux vidéo à le cellulaire. Et on se rend compte, bien, moi-même en tant qu'intervenante, mais aussi les parents sont complètement démunis face à leurs ados, leurs enfants, même des très jeunes enfants qui ont des tablettes pour des jeux éducatifs. Et là, je m'adresse à la maman. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire? Comment les outiller pour faire face à ça maintenant que l'appareil est entre les mains des enfants? Là, bien, c'est pas magique, mais... Étonnamment, moi, ma réponse, c'est qu'il faut introduire les enfants très jeunes, à 3 ans. Mais 3 ans, on a une bibliothèque et il y a la tablette, il y a les livres, il y a les jeux, il y a les crayons. Et papa, maman prend la tablette, on s'assoit, on joue un petit jeu, les deux ensemble. Hein, on cherche les petits minous, ça dure 15 minutes. Le jeu est fini, on remet la tablette et on prend une autre activité. Et on commence comme ça. Et donc, la tablette, les jeux vidéo deviennent une activité parmi les autres. Et surtout, ce n'est pas une activité pour venir calmer l'enfant. Parce que c'est sûr que si l'enfant est turbulent, puis on lui donne la tablette, il est au restaurant, il donne la tablette, bien lui, il sait, là, il l'associe. Puis en grandissant, il va associer ça aussi comme un élément réconfortant. Et c'est là que c'est très difficile à venir défaire. Comment le défaire? Bien, en introduisant des bons jeux. Parce que l'idée, c'est pas de dire, OK, c'est fini les jeux vidéo. C'est de dire, OK, au lieu de tel jeu, regarde, ça va être celui-là. Puis pourquoi pas jouer toute la famille ensemble? Hein? Pourquoi pas mettre un overcook puis rigoler pendant l'après-midi dimanche pluvieux? Et donc là, l'enfant comprend qu'il est respecté dans ses goûts de jeux vidéo, il aime ça, on l'écoute, mais en même temps, on respecte la famille et tout. Et donc, on déconstruit comme ça pour que le jeu vidéo ne devienne pas le problème, le conflit, puis que finalement, c'est les relations intrafamiliales qui se dégradent à travers ça. Et c'est extrêmement triste, alors que le jeu vidéo pourrait au contraire devenir un élément rassembleur dont on discute. Puis la même chose avec les ados. L'ado de 13-14 ans, il ne me parle plus, il ne veut plus venir souper, il est tout le temps connecté. Moi, je dis, mais à quoi il joue? Je ne sais pas. Bien, peut-être la première étape, c'est d'aller s'asseoir avec l'ado. À quoi tu joues? Pourquoi tu aimes ça? Qu'est-ce que tu fais? Ah, est-ce que tes autres amis sont là? Et déjà, là, on vient de déconstruire et là, on arrive à ouvrir la porte et de commencer à parler à l'ado plutôt que de le confronter. Donc, des fois, c'est pas magique, puis je suis pas psychologue. Je travaille avec des psys. Mais déjà, je pense qu'on fait du chemin, mais il faut vraiment les outiller petits. Dès 3 ans, il faut leur apprendre que c'est pas un objet réconfortant, c'est une activité parmi les autres. Puis, il ne faut pas en faire aussi non plus on fait l'erreur de les mettre devant ça comme une émission de télé. Alors que l'émission de télé, elle a été, si c'est un distributeur, elle a été balisée et tout. Alors que ça, on n'a aucune idée. Hein, je voulais vous montrer, ça peut être du gambling. Alors, si le parent n'est pas là, qui est en train de faire le souper, l'enfant il est sur du gambling. Il faut vraiment surveiller, là. Bien, merci beaucoup. Puis je suis contente de savoir que je suis déjà sur la bonne voie. Bonsoir. Alors, une des questions que j'avais posées a déjà été posée à l'instant. Et j'aimerais savoir si on sait à partir de quel âge
les enfants jouent en moyenne pour la première fois sur ce genre d'application, sur des applications mobiles? Bien, malheureusement, particulièrement au Québec, on a très peu de statistiques chez les tout-petits. C'est quelque chose que je décris, franchement, parce que si on veut agir, il faut d'abord qu'on sache qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Exactement. On en a plus de 6 ans, puis on voit tout le temps les statistiques là, sur toutes les habitudes en lien avec le numérique, c'est 6 ans et plus. Les tout-petits, c'est comme si on ne savait pas qu'est-ce qui se passe, mais ce qu'on sait, entre autres, avec des stats états-uniennes, par exemple, bien, 0 à 2 ans, hein, il y a déjà une pratique numérique là, qui a cours chez un certain nombre d'enfants. Il y a même des enfants qui possèdent là, à partir de 2-4 ans leur propre appareil. Là. What? Et est-ce qu'on sait comment le premier jeu est généralement téléchargé? Est-ce que c'est par un parent qui va faire une recherche autonome ou est-ce que c'est par exemple à l'occasion d'un dessin animé qui va être regardé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. OK. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'était la dernière question. Merci beaucoup, Maude, pour cette présentation. Merci à vous tous d'être venus avec nous. Et on se revoit à un prochain événement.